Le choix d'évoquer le lien entre les arts plastiques et les textes, que ces derniers soient historiques, littéraires ou poétiques, ouvre des perspectives infinies. Aussi a-t-il fallu instituer un cadre qui limitera notre étude aux artistes bitérois, et ce, sur une période donnée qui nous amènera du XIXe siècle, avec Sylvestre, Enjalbert, Magro, jusqu'à nos jours, avec Alexandre Gilibert, en passant par le XXe siècle, grâce à Georges Roux, Gustave Fayet et Jean Moulin. Pour ce court exposé d'introduction, 3 œuvres et donc 3 artistes de la deuxième moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle ont été choisis. Le premier est Joseph-Noël Sylvestre. Il naît à Béziers en 1847. Il est le contemporain du sculpteur Jean-Antoine Enjalbert. Les 2 artistes étaient d'ailleurs amis et ont partagé leurs années d'études à Paris, l'un en peinture, l'autre en sculpture. Ils suivent la voie de tout jeune artiste souhaitant réussir. Ils quittent leur ville natale pour monter à Paris et entrer dans la prestigieuse école des Beaux-Arts. Joseph-Noël Sylvestre y devient l'élève d'Alexandre Cabanel. Il fait partie de ce flot d'artistes à la formation et au métier impeccable, aujourd'hui oubliés au profit des modernes qui ont révolutionné l'histoire de l'art. La qualité de son travail n'en est pas moins remarquable. En 1875, il présente au Salon La mort de Sénèque. Cette œuvre s'inscrit parfaitement dans la tradition défendue par l'Académie des Beaux-Arts, celle de la peinture d'histoire. Peinture d'histoire considérée comme le genre noble par excellence. Car en effet, pour s'y appliquer, il ne suffit pas à l'artiste d'avoir un bon sens de l'observation et un savoir-faire, il doit également faire preuve d'une grande culture et connaître les textes historiques, mythologiques et bibliques. De surcroît, il y traite de la figure la plus complexe, l'être humain. Pour ce sujet, Sylvestre fait référence au texte de l'historien latin Tacite intitulé Les Annales, qui relate les années et les empereurs ayant succédé à Auguste. Sénèque, philosophe de l'école stoïcienne, y est évoqué à propos de l'empereur Néron, dont il fut le précepteur et qui le condamna à se donner la mort. C'est cette scène que l'artiste décrit, s'inspirant probablement en plus du texte de ses aînés, notamment de Rubens, qui livre en 1615 une mort de Sénèque saisissante. La toile est d'un format important, 2,50 m sur 2,10 m, et présente une composition théâtrale. Le cadre est formulé à l'arrière-plan, l'architecture donne le ton de l'Antiquité. Le corps nu du philosophe marque quasiment le centre. Le jeu des couleurs et les attitudes contorsionnées des disciples l'entourant contrastent avec cette figure qui semble illustrer le stoïcisme. Au seuil de la mort, le sage, libéré des contraintes terrestres et de toute passion, dicte un dernier discours au scribe accroupi à gauche. La couleur jaune de son vêtement joue avec le violet de la toge du personnage à droite, et le drap blanc, maculé de sang, sur lequel se détache le corps du philosophe, accentue l'effet dramatique. De cet excès de théâtralité a découlé la dénomination péjorative d'art-pompier pour ce type de peinture. En effet, alors que le goût général demeure tourné vers l'art de la tradition incarné par des artistes dits académiques tels Alexandre Cabanel ou Joseph-Noël Sylvestre, les prémices de l'art moderne émergent. Il révolutionne à la fois les modes de représentation et le regard porté à l'œuvre, faisant très vite de l'art académique un art dépassé et pompeux. Notre deuxième artiste est bien sûr Jean-Antoine Enjalbert, né à Béziers en 1845. Son œuvre est fortement marquée par l'inspiration des textes mythologiques et s'inscrit donc également dans la grande tradition académique. La mythologie gréco-romaine a beaucoup inspiré les artistes occidentaux, évoquant des personnages ou des créatures hors du commun, des valeurs universelles et des grands sentiments. Elle a été et est encore l'occasion pour les artistes de se livrer à des compositions extraordinaires. À la source de bien d'œuvres d'art, il y a ce beau texte d'Ovide, au titre évocateur, Les Métamorphoses. Enjalbert épuise de nombreux sujets, et notamment celui qui donnera naissance à une œuvre emblématique de notre paysage bitérois. Du haut en bas, Atlas est transformé en montagne, et le ciel, dans toute son étendue,
avec tous ses astres reposant sur lui. C'est ainsi que l'auteur décrit la métamorphose du géant Atlas, plus connu à Béziers sous le nom de Titan. Figure majeure du plateau des poètes, l'œuvre illustre également la ténacité de l'artiste qui n'aura de cesse à ce que l'œuvre soit attribuée à sa ville natale. La première version de ce géant de bronze est conçue en 1878, alors que le sculpteur est étudiant à la Villa Médicis à Rome. Présenté avec quelques modifications au salon de 1883 à Paris, le plâtre est acheté par l'État, qui fera don à la ville de la figure traduite en bronze en 1885. 15 ans se sont écoulés depuis la première pensée créatrice du sculpteur jusqu'à l'inauguration de la fontaine en 1893. Au sommet de la fontaine, le corps du géant ploie sous le poids de la voûte céleste. La ligne ondulante de son corps, soulignée par le drapé, et bien sûr la fontaine dans l'esprit italien qui l'accompagne, ont un accent baroque rappelant combien Enjalbert aimait l'Italie. Le travail de Joseph Noël Sylvestre et de Jean-Antoine Enjalbert s'inscrit dans une période charnière de l'histoire de l'art. En effet, nous l'avons vu, tradition et modernité coexistent. Une profonde mutation est en train de s'opérer. L'artiste choisi pour incarner la modernité est surtout célèbre pour le rôle qu'il joua dans l'histoire. Il s'agit de Jean Moulin, symbole de la résistance lors de la Seconde Guerre mondiale. Dès son plus jeune âge, Moulin s'intéresse au dessin et fait de la caricature son moyen d'expression. La société du début du siècle n'échappe pas à son coup de crayon, tour à tour, caustique ou plein de tendresse. En parallèle à sa carrière préfectorale, il mène donc une carrière artistique. Pour bien différencier les deux, il signe ses dessins du pseudonyme de Romanin. Il publie dans les journaux tels Le Rire. En 1930, Jean Moulin est nommé sous-préfet à Châteaulin, dans le Finistère. L'ambiance de la Bretagne et les rencontres qu'il y fait imprègnent son art qui prend une tournure singulière. Moulin s'initie à la gravure et se lance dans l'interprétation de poèmes de Tristan Corbière. Le poète breton publie en 1873 Les Amours jaunes, contenant le recueil intitulé Armor. Celui-ci est consacré aux coutumes et à la piété de la Bretagne et inspire fortement le sous-préfet artiste. Son trait incisif est accentué par la technique de la taille douce. La couleur est évacuée. Sa vision de la société bretonne, imprégnée des vers de Corbière, comporte une part tragique. Loin du pittoresque, Moulin exprime une atmosphère dramatique. Le poème, la Rhapsode foraine, décrit la procession autour de la chapelle de Sainte-Anne-la-Palud lors d'un pèlerinage se tenant chaque année. Parmi la foule variée attendant un miracle, la Rhapsode qui chante à qui veut l'entendre. Le poète écrit « Si tu la rencontres, poète, avec son vieux sac de soldat, c'est notre sœur. Donne, c'est fête pour sa pipe un peu de tabac. Tu verras dans sa face creuse se creuser comme dans du bois un sourire. Et sa main galeuse te faire un vrai signe de croix. » Ce travail, très original, marque en quelque sorte la fin du travail artistique de Jean Moulin. La guerre n'est pas loin. Toutefois, Moulin se souvient des vers de Corbière alors que le danger le guette. Certains de ses messages adressés à la résistance en sont issus. Ainsi se termine ce petit exposé. Merci de l'avoir suivi. Bien d'autres artistes restent encore à découvrir. Je vous dis donc à très bientôt.